Aujourd'hui, je vais vous parler des modèles d'affaires. Alors, trois choses. On va définir c'est quoi un modèle d'affaires. On va regarder plusieurs patrons de modèles d'affaires et on va finir avec l'exemple du fameux café de Nespresso. Alors, commençons. C'est quoi un modèle d'affaires? Un modèle d'affaires, on définit ça comme étant la manière dont une entreprise s'y prend pour créer de la valeur, livrer de la valeur et capturer de la valeur. Alors, c'est vraiment ces trois éléments-là, la manière dont une entreprise, organisme à but non lucratif, s'y prend pour créer de la valeur. Créer de la valeur, c'est quoi? C'est avec les ressources, avec les activités, avec les partenaires, on génère un produit ou un service. Ça, c'est la partie création de valeur. Ensuite, on veut livrer la valeur. Livrer, ça veut dire qu'on a des canaux de distribution, on a des relations avec nos clientèles et on a évidemment des segments de clients à qui on offre ce produit ou ce service-là. Donc, on veut livrer la valeur. Et au final, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de capturer la valeur. Et lorsqu'on parle de modèle d'affaires, on pense tout de suite à un modèle d'affaires économique. Donc, on veut capturer l'aspect économique d'un modèle d'affaires. Mais dans mon doctorat, je proposais l'idée de aussi avoir des modèles d'affaires environnementaux, avec une pensée cycle de vie, et aussi avoir des modèles d'affaires sociaux, avec une pensée partie prenante. Alors, maintenant, regardons c'est quoi un patron de modèle d'affaires. Un patron de modèle d'affaires, c'est lorsqu'on commence à reconnaître plusieurs aspects ou éléments qui se ressemblent dans une industrie ou dans un domaine ou dans une entreprise, et on commence à déceler les relations qui se bâtissent et qui se forment pour en nommer finalement un patron. Donnons l'exemple du patron des rasoirs et des lames de Gillette de 1904, où est-ce que l'on sépare le produit du consommable. Eh bien, ce même patron-là peut être réutilisé aujourd'hui dans un cas comme Nespresso, où nous avons du café et une machine qui est le produit fixe, et que l'on retrouve avec un produit consommable qui est le café lui-même, la dosette. Alors, parlons de celui-là en particulier. Prenons peut-être l'exemple même de Nespresso, où nous avons un produit fixe, la machine, et nous avons un produit consommable qui est une variable. Et les gens achètent le produit fixe pour commencer et ensuite sont entraînés. En anglais, on pourrait même dire qu'ils sont locked in, c'est-à-dire qu'ils sont embarrés dans le système et ils se doivent d'acheter encore des consommables. Alors, ça peut créer peut-être un petit peu de grogne, mais il y a des avantages indéniables au niveau de la convivialité de l'usage de ce produit-là. Regardons maintenant d'un point de vue environnemental cette chose. Alors, on se pose beaucoup de questions par rapport aux petites dosettes. Est-ce que c'est avantageux? L'entreprise a fait une analyse cycle de vie pour démontrer que l'impact est peut-être ailleurs que dans la matière. Premièrement, le plus grand impact est dans l'énergie que consomme la machine lorsqu'elle fait du café. Ensuite, il y a aussi l'impact de la production agricole pour générer les grains de café. Mais ça nous laisse quand même avec un sentiment comme quoi on gère beaucoup de matière parce qu'à chaque fois qu'on consomme un café, on consomme de la matière. Alors, est-ce qu'il y a là ici une opportunité pour le modèle de l'économie circulaire? Eh bien, je crois que les gens de chez Nespresso ont travaillé très fort à générer beaucoup de points de service pour récupérer la matière, les fameuses dosettes qu'on semble malheureux de devoir gérer en aluminium qui se recyclent et qui peuvent être réutilisés dans une prochaine génération de produits. Alors, si on regarde d'un point de vue stratégique, je crois qu'il y a un avantage pour l'entreprise d'offrir un produit distinctif, surtout lorsqu'on vient 20 ans en arrière, c'était tout à fait nouveau. Ensuite, d'un point de vue tactique, l'idée que les consommateurs retournent les produits au point de vente et probablement vont vouloir acheter à nouveau et rester dans ce système qu'on a nommé tout à l'heure, il y a un intérêt à ce niveau-là. Et finalement, d'un point de vue opérationnel, si on regarde l'impact environnemental, il y a aussi un avantage puisqu'on réduit nos coûts dans la partie création de valeur, eh bien, on réduit nos coûts en réutilisant l'aluminium. Alors, il y a un avantage à ce niveau-là. Maintenant, en conclusion, j'aimerais finir avec l'idée de l'économie circulaire, mais aussi toucher l'aspect social de la chose. Je pense que si je continue avec mon exemple de Nespresso, il y a aussi de l'économie circulaire, disons peut-être solidaire ou sociale, parce que l'entreprise investit dans ses fournisseurs. Ils veulent continuer à ce que les fermiers de l'Amérique du Sud et centrale puissent continuer à leur fournir. Alors, ils réinvestissent dans les communautés, mais pas juste réinvestir d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue social en offrant des cours de langue, des cours de littératie financière et en permettant à ces gens-ci d'avoir peut-être un meilleur sort.